Aujourd'hui, j'ai reçu encore une fois la belle Cosette Gergès qui était accompagnée d'Andréane Tremblay-Lebeau. Les deux nutritionnistes sont venus nous parler des allergies alimentaires. Donc, pour tout parent, futur parent qui va peut-être vivre avec les allergies alimentaires de son enfant, ça va être un épisode qui va vous intéresser. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour à vous deux. Cosette, Andréane. Allô. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Cosette, tu es une habituée du podcast. Oui. Présente-toi rapidement pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Donc, bonjour, je m'appelle Cosette Gergès, je suis nutritionniste spécialisée en pédiatrie depuis 2003. Je me suis spécialisée en pédiatrie dès le début de ma pratique. C'est ma clientèle chouchou. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur avec ma collègue avec qui j'ai gradué également. Oh oui, je savais pas ça. Oui. Alors, Andréane, toi aussi, tu es nutritionniste. Oui, exactement. Parle-nous un peu de ta vie de nutritionniste. De ma vie. Andréane Tremblay-Lebeau, donc je suis aussi nutritionniste. Là, c'est ça, moi puis Cosette, on a étudié ensemble à l'Université de Montréal. Et puis, depuis 2018, je travaille chez Allergie Québec. Mon poste, c'est nutritionniste chargée des services de santé et des formations chez Allergie Québec. OK, parfait. Donc là, on met la table avec Allergie Québec. Hein? Voilà. Aujourd'hui, on va parler des allergies alimentaires. Je l'ai vécu personnellement comme maman. J'ai eu un garçon allergique aux produits laitiers pendant plusieurs années, mais c'est il y a 11 ans. Puis là, il m'est arrivé une autre situation. J'ai communiqué avec Cosette à l'automne. J'ai dit, là, c'est rendu comment la gestion des allergies? Parce que ça a vraiment changé. Tu sais, dans le temps, on disait, vous introduisez les allergènes prioritaires le plus tard possible dans l'alimentation. On parlait pas de DME, c'était des purées beaucoup dans ce temps-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la parentalité, dans l'alimentation qui ont changé avec le temps. Qui ont fait que, là, cet automne, quand c'est arrivé chez nous une possible allergie, j'étais complètement déroutée alors que ça faisait... tu sais, j'ai vécu avec une allergie dans ma maison pendant 8 ans, là, tu sais. Ouais. Puis là, je trouvais ça important qu'on fasse justement un épisode consacré vraiment là-dessus parce qu'il y a plusieurs enfants qui vont croiser un jour ou l'autre une allergie alimentaire. Plusieurs parents, hein, quand on fait des fêtes d'amis, des petits cocos allergiques qu'on invite et des choses comme ça. Donc, de s'informer, je pense qu'à la base, ça nous aide à mieux comprendre. Donc, on va se lancer dans notre sujet. D'abord, c'est quoi une allergie alimentaire? C'est quoi une allergie? Donc ça n'a pas changé. Une allergie, oui, c'est ça. Ça, c'est resté la même chose. Donc, ça a toujours été, dans le fond, une réaction de notre système immunitaire, une réaction qui est exagérée, inappropriée. Donc, le système immunitaire va réagir à une protéine d'un aliment qui est normalement inoffensif là, pour la majorité des gens. Et puis, donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est la protéine qui va déclencher la réaction allergique. Puis, c'est la protéine qu'on appelle l'allergène. Oui, c'est ça, parce que moi, je l'ai vécu avec l'allergie au lait. Les gens me disaient « Ah, il boit du lait sans lactose. » Non. Le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, c'est la protéine auquel l'enfant réagit. Bien, l'enfant, là, on va parler d'enfant aujourd'hui. Là. Bon. Donc, auquel l'enfant réagit. Et ça peut être à n'importe quel aliment. Exactement. Donc, Santé Canada, je pense qu'on a plus que 170 aliments qui ont été répertoriés comme pouvant déclencher une réaction allergique. C'est sûr que les plus fréquents, c'est les allergènes prioritaires, donc ceux qu'on voit sur les étiquettes des aliments. Lait, noix, œufs, je les nommerai pas toutes. Moutarde, mollusque. Oui, exactement. Sésame, soya. Donc ça, c'est ceux qui sont les plus fréquents. Mais sinon, en théorie, c'est ça. Tout aliment qui a une protéine, donc à peu près tous les aliments, même en minime quantité, là, on peut avoir une réaction allergique à cet aliment-là. Mm-hmm. Donc, une allergie alimentaire, c'est quoi les facteurs de risque d'une allergie alimentaire? Est-ce que tout le monde est à risque d'avoir une allergie alimentaire? Est-ce qu'il y a des choses dans notre génétique, dans notre environnement familial, l'environnement qui peut augmenter les risques d'avoir une allergie alimentaire? Ben oui, en fait, on établit que des nourrissons à haut risque, là, donc ce qui est un petit peu complexe, c'est qu'on n'a pas exactement là, tous les facteurs qui vont être en cause là, dans le développement de l'allergie. Les définitions aussi vont varier d'un pays à l'autre. Donc, on n'a pas de consensus international. Au Canada, la Société canadienne de pédiatrie va définir un nourrisson à haut risque comme étant un enfant qui a une histoire personnelle d'atopie ou dont un parent
on dit parents premier degré, donc père, mère, frère ou sœur, qui va avoir une histoire d'atopie. Donc, l'atopie, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe plusieurs conditions, donc l'allergie alimentaire, l'eczéma, rhinite allergique, qui est les allergies saisonnières. L'asthme aussi. L'asthme, oui. C'est ça. Donc, si l'enfant lui-même, quand il naît, donc en bas âge, a une de ces conditions-là, ou si son parent, un de ses parents ou frère et sœur a une de ces conditions-là, on va considérer qu'il y a plus haut risque de développer une allergie alimentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir une allergie alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir une allergie alimentaire. Puis d'un autre côté, il y a certains enfants qui ont 0 facteur de risque qui vont quand même développer une allergie alimentaire. Donc, il n'y a rien qui est fixe là, par rapport à ça. Ça reste des facteurs de risque. C'est pas quelque chose qui prédit une allergie. Là. Exactement. Donc, après ça, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent entrer en compte. On les connaît pas tous, mais c'est ça. C'est encore, tu sais, des fois, on entend peut-être l'hygiène, les produits ménagers. Peut-être, tu sais, fait qu'il y a encore beaucoup d'études, j'imagine, qui se fait sur le sujet des allergies alimentaires. Oui, beaucoup d'hypothèses qui ont été mises sur la table. C'est pas encore très clair, là. Il y a de la recherche qui se fait là-dessus encore, hein, parce que si on regarde, puis là, on va en arriver là, l'introduction des aliments, là, tu sais, parce que c'est là souvent qu'on, pas nécessairement, mais c'est là souvent qu'on est mis vis-à-vis d'une réaction quelconque, Puis, je me ramène à moi, mais il y a 10 ans, c'était pas du tout la même chose, là, tu sais. C'était les allergènes le plus tard possible. Donc, les œufs, chez nous, pour mon premier, ça a été introduit à 1 an, là. Alors que là, je dis ça à des parents, puis ils sont comme, quoi? Fait qu'il y a des choses qui ont changé au niveau des connaissances, au niveau qui fait que maintenant, c'est plus tout à fait la même chose que dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Comment on fait maintenant là, avec tout ça, là, connaissant qu'il y a des allergènes prioritaires, il y a peut-être des facteurs de risque dans la famille? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Je comprends que les familles peuvent être mélangées, surtout une jeune maman qui reçoit les conseils de sa maman ou de sa grand-maman, mais dans mon temps, c'est comme ça. Donc, ça se peut que le discours soit différent. Donc, Andréane, elle vous a énuméré quand même les facteurs de risque. Donc, les bébés qui sont le plus à risque, c'est ce qu'on appelle nourrissons à haut risque d'allergie alimentaire. La recommandation, c'est d'introduire les allergènes vers l'âge de 6 mois, mais pas avant l'âge de 4 mois. Donc, par exemple, un bébé qui, pour une raison médicale, devrait commencer l'alimentation des solides plus tôt que 4 mois. Là, on n'introduit pas du tout les allergènes prioritaires. Il n'y a pas de raison qui peut expliquer pourquoi un bébé devrait manger avant 4 mois. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Entre 4 et 6, c'est la zone grise qu'on appelle, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. On peut peut-être référer les gens qui nous écoutent à un de nos épisodes, justement, sur l'introduction des aliments, où tu le nommais très bien, tout ça, là. Oui, la zone grise. Donc, les recommandations sont vers l'âge de 6 mois, mais pas avant l'âge de 4 mois. Donc, le bébé n'est pas prêt de recevoir autre chose que du lait avant l'âge de 4 mois, puis idéalement 6 mois. La zone grise entre 4 et 6 mois, c'est vraiment sous recommandation et supervision médicale. Donc, ça va être un médecin, un pédiatre ou un allergologue qui va suggérer aux familles d'introduire les allergènes chez un bébé qui est peut-être à haut risque. Mais ça encore, c'est sous recommandation du médecin. Sinon, on se fie vraiment vers l'âge de 6 mois, mais il faut que bébé soit quand même prêt à recevoir quelque chose par la bouche qui a un intérêt, qu'il est capable de s'asseoir avec très peu de soutien. Là, ça, les signes qu'un bébé est prêt, on en a parlé également dans l'épisode, mais pour répéter rapidement, donc, il a quand même son cou, soutient bien sa tête, il est capable de tourner la tête en guise de non, en guise de refus des aliments. Donc, ça, c'est les signes que bébé est quand même prêt à recevoir des aliments. Comment on les introduit? Je ne sais pas si toi, tu l'as fait. Probablement que oui. Mettre des choses sur les joues. Ça se peut-tu? Tellement. Mais c'était la recommandation dans ce temps-là du médecin. Le médecin m'avait dit teste sur sa peau. Vas-y, mets une petite goutte de lait, voir s'il réagit encore. C'est ça. Ça, c'est la mauvaise porte. Encore une fois, c'est des hypothèses. Les recommandations, c'est par la bouche. La bonne porte, c'est le bedon. Donc, il faut que le bedon rencontre la protéine de l'arachide. Il faut que le bedon rencontre la protéine du lait en premier avant de rencontrer la peau. Surtout lorsqu'on parle de bébés à haut risque, on a parlé de la dermatite atopique sévère. Donc, c'est des enfants... Ça, c'est l'eczéma. Au niveau de l'eczéma, oui. Okay. Oui, donc c'est vraiment une condition difficile à traiter. Vraiment, c'est les enfants qui ont beaucoup de plaques au niveau du visage, au niveau du corps, mais surtout au niveau du visage.
c'est d'y aller vraiment par la bouche. Pour ces enfants-là, on parle beaucoup de DME aussi. Oui. On met de l'avant l'approche de l'autonomie des enfants, qui est une approche vraiment merveilleuse. Elle a plein de... C'est beau voir un enfant découvrir les aliments en toute autonomie. Par contre, lorsqu'on parle d'un enfant qui est à haut risque d'allergie alimentaire, on va mettre quand même toutes les chances de notre côté puis diminuer le risque. Encore une fois, c'est pas une garantie de diminuer le risque. C'est vraiment, il faut que l'aliment rencontre le bedon et non pas la peau, surtout s'il y a des lésions, donc s'il y a de l'eczéme autour de la bouche. C'est comme si la porte était grande ouverte. La porte était plus grande ouverte. Et voilà. Donc, le corps ne perçoit pas l'allergène lorsqu'il le rencontre de la même façon par la peau versus par le bedon, si je peux me permettre de vulgariser de cette façon-là. Donc, d'y aller vraiment par la bouche. Pour les familles qui veulent mettre de l'avant l'autonomie de l'enfant, ils adorent l'approche de la DME. Tu sais, Coco, il est rendu à 5 mois, on recommande fortement, exemple, comment on peut le faire de cette façon-là? C'est par des petites cuillères. On va préparer une purée encore lisse avant l'âge de 6 mois. C'est vraiment les purées lisses qui sont indiquées chez les enfants. Donc, on met l'aliment en purée et on l'approche vraiment du visage de l'enfant pour avoir cherché un contact. Bébé va pouvoir l'agripper et le mettre dans sa bouche. Puis si bébé, vraiment, il n'y a pas encore les habiletés de l'agripper, de la porter à sa bouche, on va l'offrir à bébé. S'il ouvre grand la bouche, puis il y a un intérêt. C'est ça, un bébé qui est prêt, il va ouvrir la bouche, il va s'avancer un petit peu vers la cuillère pour aller consommer l'allergène. Oui, parce que souvent, le bébé, il a de l'intérêt, il veut, mais la cuillère, elle se rend pas. Il n'y a pas de bon bisou. le bon bisou est absent. Là. Le bon bisou. Donc, ça se peut qu'on vous recommande fortement, encore une fois, pour les bébés qui sont à haut risque, de le faire par la cuillère. Donc, on présente l'allergène, on attend quelques minutes. S'il ne semble pas avoir de réaction, parce qu'encore, on parle de réaction qu'on appelle IgE médiée, donc médiée par les IgE. C'est des réactions qui arrivent rapidement. Anaphylactique. Donc, qui peuvent mener vers l'anaphylaxie, qui est la réaction la plus sévère. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. On peut voir une réaction ou ça peut aller jusqu'à quelques heures plus tard. Mais c'est d'y aller vraiment par la bouche. On surveille l'enfant. Et les réactions... la peau va vous parler. Souvent, les parents disent « Ah, je vais le faire dans le stationnement de l'hôpital. Ah, je suis stressée. » Non, on peut le faire à la maison en étant outillé, informé quels sont les allergènes, comment je peux les introduire, est-ce que mon bébé est prêt. Donc, on introduit les aliments. Puis si ça passe bien, c'est de le répéter 2-3 fois pour s'assurer que mon enfant en a consommé. Parce que qui dit introduction, découverte des aliments, dit cracher, ça ne tente pas. Ça se rend pas au bedon tout le temps. Exactement. Donc, on va l'introduire à 2-3 reprises pour être certain que le bedon a bel et bien rencontré l'allergène. Puis si c'est bien toléré, donc il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de grosses plaques rouges qui apparaissent, il n'y a pas d'enflure, bébé ne se met pas à pleurer, il n'y a pas de changement au niveau de son comportement. On remarque que c'est un changement drastique au niveau du comportement de l'enfant. Il peut se mettre à pleurer aussi. On maintient l'exposition. Donc, c'est quelque chose. C'est la première étape, c'est d'introduire le plus rapidement possible. C'est vraiment tous les allergènes qu'Andréane a énumérés font partie des allergènes qu'on appelle prioritaires. Si vous en avez à en choisir 2 dans la gamme, le faire le plus tôt, parce que les études sont quand même basées là-dessus, c'est arachide et œuf. On en a 2 à choisir. Allez-y vers ceux-là. Puis, le reste va suivre. Vraiment, les recommandations sont basées sur arachide et œuf. Donc, si on a introduit l'arachide, puis c'est bien toléré, il ne faut pas se dire, il va en manger la prochaine fois, il va avoir 3-4 ans. C'est quand même important que le bedon rencontre quand même toujours cet allergène-là pour maintenir ce qu'on appelle une tolérance. Donc, c'est quelques fois par semaine. Ça peut être une toast au beurre d'arachide. On peut mettre de la purée dans les céréales de bébé. Encore là, on parle des nourrissons. Les plus vieux, ça va être tartiné sur une rôtie. Puis là, on parle encore des enfants qui sont à risque. Oui. C'est ça. Ou on le fait pour tout le monde. Est-ce que ça... Pour tout le monde. Les recommandations sont pour tout le monde, mais des fois, l'âge, comme je vous dis, la zone grise entre 4 et 6 mois, c'est une zone grise. Oui, mais par exemple, pour l'exposition répétée, c'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Tout le monde. Comme Cosette a mentionné, ce qui est important de retenir, c'est vraiment maintenir la tolérance. Donc, on s'est rendu compte, c'est ce qu'on veut que l'enfant en consomme régulièrement pour qu'il reste tolérant à cet aliment-là. Toute la vie? Toute sa vie. OK. Bon, après, c'est sûr que, tu sais, ce qu'on dit souvent aussi, oui, on veut maintenir la tolérance, oui, on veut intégrer les allergènes, mais tu sais, à un moment donné, si ça fait pas non plus partie des habitudes de la famille, ben, tu sais, il faut pas non plus... C'est ça. Donc, tu sais, on y va quand même avec les habitudes de la famille, mais c'est ça. Idéalement, là, tous les aliments qui sont introduits, ben, les allergènes, il faut y aller avec une exposition assez régulière. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on entend beaucoup les trucs de désensibilisation. Maintenant, la recherche en allergie,
hein, il y a plein d'études qui se font sur justement donner une micro-quantité sur une période répétée en milieu hospitalier. Là. Je suis pas en train de dire faites ça chez vous, là, mais on voit que ça donne quand même des résultats. Donc, c'est un peu le même principe de voir que l'aliment reste là. Donc, l'allergie, il y a moins de chances de développer une allergie à ça. C'est ça. Donc, même concept, dans le fond, avec la désensibilisation, c'est qu'on induit, dans le fond, une tolérance à l'aliment. Ah, fait que c'est exactement le même principe. Ah, c'est intéressant, ça, de savoir que, puis tu sais, c'est pour la vie, ben donc un petit peu de beurre d'arachide à chaque semaine, un petit peu d'œuf. C'est super intéressant. Puis là, Cosette, t'en as nommé quelques-uns, mais c'est quoi, là, les signaux, là, qui devraient nous faire dire stop? Qu'est-ce qu'on observe, là, concrètement chez notre enfant qui va nous faire dire oh, là, j'ai peut-être un problème, faut que je sois attentif ou faut que j'arrête, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est quoi les signaux d'une allergie? Bien, c'est sûr que, bon, à l'intégration des aliments, les premières réactions, souvent, ça va être minime. Donc, tu sais, ici, je veux peut-être un peu déstresser les parents. Là. Tout le monde est très inquiet avec l'intégration des allergènes. Comme Cosette disait, il y a eu une période, les gens allaient beaucoup dans les milieux hospitaliers parce qu'ils avaient peur. Donc, oui, les réactions anaphylactiques, c'est ce qui va apparaître, c'est ce qui peut apparaître quand quelqu'un a une allergie. Par contre, il faut se rappeler que chez les nourrissons, à l'intégration, réaction anaphylactique, ça va être quand même rare. S'il y en a une qui apparaît, elle va être beaucoup moins sévère que pour des enfants plus vieux. OK. Puis, dans la littérature, il y a comme aucun cas qui a été rapporté de décès d'un enfant qui aurait fait une réaction là, à l'intégration. Donc, oui, ça peut arriver. Il faut surveiller, c'est important. Si on voit des symptômes plus graves, c'est ça, c'est toujours le 911, l'urgence. Mais, tu sais, c'est ça. D'un autre côté, ben, tu sais, il faut garder ça en tête. Donc, il ne faut pas trop être craintif, oui, parce que il y a des parents qui vont presque pas intégrer les allergènes parce qu'ils sont trop stressés, alors que là, ça peut devenir dommageable si on attend trop parce que ça augmente les risques de développer une allergie. Fait que c'est sûr que les symptômes un peu plus légers, il peut y avoir des larmoiements, un peu de congestion. Fait que la congestion, ça entre dans une possibilité d'allergie. Là. Ça pourrait. Là, mettons un bébé qui va bien, puis là, tout d'un coup, après son repas, exactement, il commence l'armoiement des yeux. Donc, comme je disais, souvent, l'urticaire va souvent être un signe. Là. Urticaire, je ne sais pas à quel point étendu. C'est sûr que là, si l'enfant se met à avoir de l'urticaire sur tout le corps, là, ça, c'est vraiment un bon signe là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. C'est sûr que les symptômes les plus sévères, bon, si l'enfant se met à tousser, avoir de la difficulté à respirer, s'il enfle un petit peu et tout, ça va peut-être être moins fréquent là, pour les enfants, mais ça, c'est des signes là, de réaction plus sévère. Donc ça serait d'appeler les services d'urgence 911. Si jamais, ben c'est plus rare, là, mais si jamais on avait un auto-injecteur dose junior, là, qui est la plus petite dose à portée de main, ça pourrait être comme aussi un grand frère, grande sœur. Exactement, si c'est la plus petite dose. Okay. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, les symptômes vont apparaître. On parle des fois jusqu'à 2 heures, mais habituellement, ça va vraiment être dans les premières minutes. Là. Donc, ça va être assez rapide. Vomissement aussi, peut-être qu'on n'a pas mentionné. Fait qu'un enfant qui se met à vomir en plein repas. Première minute, là, c'est ça. Dans les minutes ou la demi-heure après avoir ingéré l'aliment. Assez rapidement. Oui, là, exact. Ça peut être un bon signe, là, ouais. C'est irritable rapidement. C'est vraiment des changements rapides, soit au niveau de la peau, de la respiration, au niveau des yeux, du nez, irritable, il se met à pleurer pour aucune raison. Oui, c'est ça. Ça apparente autre, là. Oui, puis il va chercher le parent, il va vraiment chercher à la proximité du parent, donc on se pose des questions. OK. Mais c'est quand même rassurant de savoir que c'est le taux de choc anaphylactique ou de très, très grosse réaction est très bas, petit, là. C'est ça, donc, c'est quand même rassurant un peu parce qu'effectivement, là, surtout quand tu l'as déjà vécu avec un plus vieux, une plus vieille, ben là, d'essayer de réintroduire, il y a un stress qui s'installe. Tout à fait. C'est sûr, là. Donc, il faut rester alerte. Puis peut-être aussi, c'est sûr, quand on intègre les allergènes, bon, on essaye, justement, pour pouvoir mieux noter s'il y a un changement, on essaye toujours d'y aller un enfant, une journée que l'enfant est pas malade, tu sais. Donc, qu'il n'y a pas de symptômes, tu sais, qu'il va bien, il est en forme, tu sais, pour justement, ben là, on sait qu'il est en forme. Donc, si jamais il y a un changement soudain, ben là, on peut plus faire le lien avec l'aliment, là. C'est pas la journée qu'il faut essayer une nouvelle crème solaire chez le bébé. Non, c'est ça, ça peut réagir, de la peau. C'est ça, changer notre savon à lessive ou quelque chose comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Oui, tout à fait. Pour vraiment isoler les facteurs, là. Oui. Là, on observe quelque chose. Il se passe quelque chose, notre enfant, il y a des plaques, tu sais, bon, là, on se dit, OK,
bon, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Quel devrait être notre réflexe pour la suite des choses? Est-ce qu'on, tout de suite, stop, on arrête l'aliment, qu'on soupçonne? Est-ce qu'on va consulter? Comment ça se passe, là? Qu'est-ce qu'on fait quand on soupçonne une allergie? Bien, c'est sûr que si, par exemple, l'enfant vomit, s'il y a quand même une réaction qu'on suspecte fortement que c'est une allergie, donc oui, c'est sûr qu'il va falloir arrêter de donner cet aliment-là à l'enfant parce qu'on ne voudrait pas que la prochaine fois qu'on lui en donne, il y ait une plus grosse réaction. Donc, les réactions d'une fois à l'autre, on ne sait jamais. Je dis plus grosse réaction, ça ne veut pas dire que ce serait une plus grosse réaction, mais on ne le sait pas. D'un enfant à l'autre, d'une réaction à l'autre, c'est toujours, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'on va arrêter de donner l'aliment. Est-ce qu'on fait attention à la contamination croisée à ce moment-là aussi? Aussi. Donc, c'est sûr que si l'enfant a vraiment une allergie, bon, là, on ne le sait pas encore, on est en investigation, mais les lignes directrices, c'est vraiment aussi de la contamination croisée, faire attention aux traces, parce qu'il pourrait réagir à une simple trace, là, à une prochaine exposition. Donc, c'est sûr que faut investiguer, donc il faut consulter un allergologue. Bon, on sait que c'est long, parfois, il faut être patient. Puis pour consulter un allergologue, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas nous-mêmes là, aller décider de rencontrer un allergologue. Donc, il faut toujours avoir une consultation d'un médecin de famille, urgentologue ou un autre médecin. Donc, c'est sûr que si on a une grosse réaction, on se rend à l'urgence. D'emblée, l'urgentologue va faire une requête de consultation là, pour voir un allergologue. Sinon, on consulte un médecin de famille, pédiatre pour pouvoir avoir une requête. Puis ensuite, ben c'est ça. Là, on croise les doigts puis on espère être appelé. C'est ça. Le système, comme je dis, c'est un petit peu long, là, malheureusement. Pour certains cas, c'est sûr que si l'enfant fait probablement une très grosse réaction qui se retrouve à l'urgence, bon, probablement qu'il va avoir une consultation un peu plus rapidement. Là. Puis toujours aussi, c'est sûr, se faire prescrire un auto-injecteur. Donc, habituellement, là, exactement, médecin de famille, même en théorie, bon, je pense qu'à la pharmacie, là, je pense que le pharmacien pourrait aussi, là, en attendant, en attendant d'avoir une consultation avec le médecin, là, on peut avoir une prescription. Donc, à avoir sous la main là, en cas de réaction. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, on doit aviser le milieu de garde? Est-ce que tout le monde se met en branle? Est-ce qu'on agit comme si c'était une allergie jusqu'à temps qu'on ait la confirmation ou l'information? Oui. Donc, on avertit le milieu de garde. Si on a une prescription d'épipène, on amène l'épipène sur le milieu de garde. On s'assure que tout le monde est au courant, comme si c'était une allergie. Exactement. OK. Puis, tu sais, on parlait des réactions. On n'en a pas parlé, mais je pense que ça vaut la peine vraiment de le souligner. Lorsqu'on introduit les aliments, commencez pas nécessairement par œufs et arachides comme premier aliment sur votre liste. Pourquoi? C'est raide un peu, non? C'est pas que c'est raide, non. C'est juste simplement... découvrir les aliments, c'est un apprentissage pour l'enfant, mais c'est pour le parent aussi. Comment mon enfant gère quelque chose de nouveau dans sa bouche? Est-ce qu'il a le cœur facile, puis là, il va vomir ce qu'il y a dans sa bouche, mais c'est pas une réaction allergique, c'est tout simplement qu'il a le gag facile. Est-ce que j'ai un enfant qui rougit facilement quand je l'essuie autour de la bouche? Tu sais, il mange, c'est sûr qu'ils vont être sales. Ah oui, parce que les fraises puis les tomates, c'est exactement. Est-ce qu'il a tendance à picoter avec des fraises, avec, je sais pas moi, des framboises, des aliments qui sont pas nécessairement en haut de la liste des allergènes. Qui sont très acides, là. Voilà. Fait qu'on commence à connaître un petit peu notre enfant. Tu sais, les premières journées, on peut introduire des aliments qui sont non des allergènes prioritaires. Et après ça, on dit, mon enfant, il rougit facilement. Fait que je pense que pour l'arachide, si je veux être certaine que cette rougeur-là est reliée à une réaction et non pas juste une rougeur parce qu'il a la peau plus sensible, mon coco, pas nécessairement de l'eczéma, mais il a juste la peau un peu plus sensible. Et ça fait juste éviter... de faire des restrictions inutiles chez les enfants. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment introduire les allergènes le plus rapidement possible. Et des fois, faire des évictions qui n'ont pas lieu d'être, on est loin du but. T'sais, c'est ça, avec ce que vous avez dit tantôt aussi, là, de toujours en donner un petit peu. Mais là, on vient on fait le contraire de ce que on devrait faire, finalement. Parce qu'il a rougi, c'est ça. Parce qu'il a rougi, mais c'est peut-être pas dû à ça. C'est contre-productif aussi pour la suite. Tout à fait. Donc, effectivement, si c'est juste comme vous avez dit, une petite rougeur. Un petit truc qu'on donne si vous savez que votre enfant réagit beaucoup aux rougeurs, des fois, on dit juste mettez un petit peu de vaseline autour de la bouche. Ça va protéger la peau. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, l'enfant ne rougira pas par contact avec l'aliment. S'il y a de l'urticaire qui apparaît, ça va apparaître de toute façon, ça va apparaître ailleurs. Donc, ça va éviter la petite rougeur. Puis c'est aussi, comme je disais, on est stressé. Donc, tu sais, on essaie de se trouver des petits trucs. Pour ça aussi, de peut-être pas donner un allergène en premier, tu sais. C'est s'assurer, se déstresser un petit peu aussi comme parent. Aussi, ce qu'on n'a pas parlé,
c'est ça. Dans le passé. C'est ça? Non, je parlais de, dans le fond, le temps d'attente entre chaque allergène. Là, ça, c'est une question ah oui, c'est vrai. Ah oui, moi, j'avais un tableau. Arracher du mieux vivre. Dans le temps, je sais pas s'il existe encore ce tableau-là. Ça fait longtemps que j'ai pas feuilleté le mieux vivre, mais un tableau, là, puis là, on pouvait cocher chaque aliment. Puis là, c'était 3 jours. Puis là, on n'introduisait rien avant 3 autres jours. Puis là, on coche. Hey, c'était toute qu'une job, là. C'était une grosse affaire. Oui. Mais là, c'est plus le même. Bien, plus ou moins, c'est ça. Et, dans le fond, les dernières recommandations, là, le document de la Société canadienne de pédiatrie, dans le fond, on avait l'habitude d'attendre 2 à 3 jours entre chaque allergène prioritaire. Hey, c'était long, là, avant d'introduire toute la liste. C'est exactement ça. Donc, on s'est rendu compte, dans le fond, qu'il n'y avait pas de données probantes qui disaient que d'intégrer les allergènes, par exemple, 2 jours de suite, que ça pouvait être dommageable. Donc là, la recommandation, c'est si le parent le veut bien. Donc, c'est pas une obligation. Là, on s'entend, si les parents sont plus à l'aise d'attendre quelques jours, il n'y en a pas de problème. Là. Mais si les parents sont à l'aise, on peut donner un allergène une journée, un autre le lendemain, donc les œufs un lundi, ça passe bien, on va intégrer le blé le mardi. Donc, il n'y a pas nécessairement le besoin d'attendre 2 à 3 jours. Okay. Puis, dans le fond, on s'est rendu compte que d'intégrer plus rapidement, par exemple des journées de suite, ben ça fait que l'alimentation de l'enfant devient plus diversifiée, puis que, par exemple, les arachides vont être introduites plus tôt parce que, justement, ben, on accélère un petit peu les choses. Donc, les allergènes sont intégrés plus rapidement, ce qui peut favoriser la tolérance puis diminuer les risques là, de développer une allergie. C'est fou tout ce qui a changé. Ben, la science, hein, c'est beaucoup comme ça. Ça évolue, ça change. Puis... C'est ça, mais heureusement, parce que, tu sais, ben, quand tu fais pas la bonne chose puis que ça met pas toutes les chances de ton côté, ben les risques sont augmentés, là, tu sais. Là, on a l'appel, là, madame, monsieur, le test d'allergie, ou l'appel, mais on voit le médecin, l'allergologue, c'est positif. Là, c'est paniquant. C'est paniquant. Vers qui on peut se tourner? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Oui, on a déjà tout éliminé, mais je le sais que moi, c'était la nutritionniste du CLSC là, avec qui j'avais parlé il y a 10 ans, mais tu sais, c'était pas autant connu, c'était pas, tu sais, vers qui là, on peut se tourner aujourd'hui en 2022 quand on apprend qu'on va vivre avec une allergie alimentaire dans notre maison? Oui. Il y a plusieurs ressources. Si je peux commencer par les ressources un peu plus personnalisées. Donc, il y a des familles qui ont déjà lu. Ils ont soupçonné quelque chose, ils ont déjà scruté tous les sites et tout ça. C'est peut-être pas les meilleurs des sites, mais ça, Andréane va en parler tout à l'heure. Oui, ça nos enfants seraient déjà morts, je pense. Je pense que si je m'étais fiée à tous les sites, tout le monde serait mort dans ma famille, on serait plus là. Donc, lorsqu'on reçoit un diagnostic d'une allergie, puis là, on voit vraiment la préparation des repas, là, comme, la grosse tâche, c'est compliqué, on est stressé, on a peur de la contamination et tout, vous pouvez consulter des nutritionnistes. Donc, il suffit d'aller sur le site de notre ordre, donc l'ODNQ, l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Vous allez pouvoir, dans votre recherche, sélectionner une nutritionniste qui est qualifiée en pédiatrie. Oui. Et il y en a même, vous allez voir, qui sont encore plus qualifiés en allergie alimentaire. Ça, vous pouvez aller le faire. Donc, il y en a dans les GMF, il y en a dans les CLSC, puis il y en a au niveau du privé. Mais sur le site de l'ODNQ, on est tous là-dessus. Toute l'information va être là-dessus. Et il ne faut pas oublier que c'est une ressource Allergie Québec en or. Honnêtement, leur site est de plus en plus bonifié. Moi, en tout cas, je regarde juste l'année passée, puis cette année, c'est une super belle ressource qui est gratuite pour les parents. Puis l'information, elle est fiable. Je vais te laisser prendre la parole, Andréane, parce que tu connais vraiment plus le... Oui, bien, c'est ça. Donc, chez Allergie Québec, c'est sûr que nous, ça fait partie de notre mission là, au niveau de l'éducation et tout. Donc, on offre vraiment plusieurs services aux parents, aussi aux professionnels de la santé, mais on va parler un petit peu plus pour les parents. Donc, au niveau si on a un nouveau diagnostic d'allergie, donc, on a, par exemple, une trousse d'informations qu'on peut télécharger qui traite un petit peu de tous les sujets là, qu'il faut connaître, la contamination croisée, l'étiquetage, par exemple, quand notre enfant se fait garder, l'école. Donc, bien sûr, les symptômes de l'anaphylaxie, comment les premiers soins. Oui, c'est ça. Voyons. Je perds mes mots. Reconnaître les symptômes de l'anaphylaxie. Donc, un petit peu de l'information comme ça. On a une ligne de soutien téléphonique et courriel, en fait, qui est gratuite. Donc, si les parents ont des questions générales, c'est sûr qu'on ne fait pas de la clinique, on ne fait pas du suivi. Donc, ça, c'est vraiment
une nutritionniste là, en clinique qui va pouvoir faire un suivi. Ça reste que notre ligne de soutien, c'est quand même des nutritionnistes qui sont spécialisés en allergie alimentaire, qui vont pouvoir répondre aux questions. Contamination croisée, étiquetage, on se pose une question sur un aliment précis, sur un ingrédient, substitution des allergènes dans les recettes. On a de la misère, tu sais, à trouver pour nos recettes comment enlever, par exemple, le lait, comment substituer. Donc, on s'inquiète des fois aussi, est-ce que mon enfant va manquer de quelque chose? Comment réussir à pallier à... Parce que des fois, là, on dit une allergie, mais des fois, il y en a plus qu'une. Plusieurs, oui. Donc, c'est ça. C'est sûr que pour les carences et tout, dès qu'on a une petite inquiétude, c'est toujours bon de voir une nutritionniste là, en clinique pour un bon suivi. Donc, pour les questions un petit peu plus ponctuelles, Allergie Québec est là aussi. La ligne de soutien, par exemple, si votre garderie, votre CPE a des questions par rapport à la gestion des allergies, soit la cuisine, soit les éducatrices, ils peuvent aussi nous rejoindre là, à la ligne de soutien. Okay. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. On a un programme de parrainage. Donc, pour des nouveaux diagnostics, souvent les gens se sentent un petit peu seuls, pris avec tout ça. Ils savent pas trop, tu sais, comment gérer beaucoup d'émotions. C'est beaucoup à gérer en même temps. Donc, on peut vous jumeler avec un parent qui a de l'expérience. Donc, qui a un enfant peut-être un petit peu plus vieux, qui a eu à gérer les allergies depuis plusieurs années, qui ont fait des démarches au niveau de leur garderie et tout. Ils sont là pour vous écouter, partager un peu de l'information, vous soutenir. Donc, ça, c'est vraiment un beau programme aussi. On a un nouveau projet qui s'appelle les Midi Allergies. Donc, on fait des petites séances virtuelles là, de discussion, d'échange sur des sujets comme justement l'anaphylaxie, l'utilisation de l'auto-injecteur, l'étiquetage, la contamination croisée. On donne un petit peu d'informations. C'est moi et une autre nutritionniste qui anime, puis après ça, on échange. Donc, chacun, des fois, parle de leur expérience, partage des petits trucs. Donc, ça aussi, pour briser l'isolement, là, être en contact avec d'autres gens qui connaissent notre réalité, ça peut être une bonne chose. Sinon, c'est ça, notre site Internet, beaucoup d'informations. On a une infolettre mensuelle. Donc, pour être membre d'Allergie Québec, il faut simplement s'inscrire à l'infolettre. Donc, plusieurs ressources. On a aussi parfois des petites capsules vidéo informatives destinées là, aux parents, professionnels de la santé aussi. OK. Fait qu'il y a beaucoup de ressources qui existent, là, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, tu l'as nommé, là, les parents, quand ils se font dire ça, c'est une inquiétude, c'est un stress, c'est de l'inconnu, bien souvent. Hein? Bien souvent, peut-être, oui, qu'on vit nous-mêmes avec une allergie alimentaire, mais bien souvent, l'enfant va avoir une allergie, puis on ne saura pas trop de où ça vient. Tu sais, on se dit, bon, il n'y en a pas dans la famille, bon, il est allergique. C'est stressant, c'est angoissant. Comment on peut, tu sais, parce que l'enfant, il est en service de garde, il va à l'école éventuellement. Puis là, tu sais, on en a entendu parler. Moi, je l'ai vécu à l'école avec mon grand. Il n'y avait pas de noix, pas d'arachide, mais des produits laitiers. Je veux dire, en maternelle, des yogourts renversés, il y en avait à tous les jours. Là. Fait que comment on peut rassurer les parents? C'est quoi, tu sais, si vous aviez là, un conseil à dire pour rassurer les parents, tu sais, je veux pas dire ça va bien aller, là, c'est dépassé. Je veux plus dire ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents? C'est de les rassurer dans le sens que informer l'école. Je pense que la clé, c'est la communication. Oui, avec la direction, la secrétaire, mais le prof de l'enfant. Vous savez, nos enfants, là, ils comprennent tellement de choses, même à la maternelle. C'est souvent là, la crainte, là, quand le petit commence l'école, c'est beaucoup plus grand que juste la garderie. Tu sais, la garderie, tout le monde les connaît, c'est quasiment 4 ans qu'ils sont là. Mais à l'école, c'est nouveau, c'est beaucoup plus grand. Tu sais, il va voir les premières, les deuxièmes années dans le cours d'école, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est la communication. Tout simplement, pour parler des allergies, ils sont capables, lorsqu'on vulgarise les allergies alimentaires, les enfants sont capables de comprendre que ça peut être dangereux pour mon ami, mais ça reste que c'est mon ami. Oui. Et il y a des choses à mettre en place. Moi, le truc que je donne à tous les parents, c'est d'avoir un apron. Puis c'est pas juste l'enfant qui est allergique. Le prof peut le suggérer. Écoutez, est-ce que, pour garder la classe propre, est-ce qu'on peut avoir un apron dans notre boîte à lunch? Comme ça, vraiment, j'essaie de garder ma nourriture sur mon apron. S'il y a un dégât, c'est mon apron. On essuie, on ramasse et voilà. Et la règle dans toutes les écoles, je pense qu'il n'y a pas de partage d'aliments. C'est sûr que c'est des enfants. Il a spoté quelque chose dans la boîte du voisin. On sait comment ça se passe à la maison. Donc, c'est ça, dans les écoles, il n'y a pas de noix, il n'y a pas d'arachide, mais ça ne protège pas ceux nécessairement qui sont sans produits laitiers ou sans soya. Ou bref, on peut même avoir des allergies au kiwi. Okay? Ben oui, c'est ça. On ne pourra pas interdire les kiwis. Voilà. Mais je pense que c'est d'informer. D'en parler à la rencontre. Avant même la première rencontre, quand on inscrit notre enfant, voici ses allergies, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une discussion avec le professeur? Puis le professeur peut en parler avec les amis et partager
sans nommer c'est qui l'enfant, les allergies dans la classe pour, tu sais, juste sensibiliser. Tout simplement, pas mettre les enfants à l'écart, mais tout simplement sensibiliser les petits cocos. Puis, voilà, en parler, je pense, c'est la clé. C'est vraiment d'en parler. C'est ça. De ne pas les mettre à l'écart. Mais, tu sais, souvent, les écoles, il y en a de plus en plus des allergies. Fait que c'est sûr qu'ils sont de plus en plus habitués. Ils vont mettre en place certains protocoles internes. Bon, il n'y a rien encore beaucoup d'uniformisé. Mais, tu sais, ils vont mettre en place des protocoles. Puis ça, le parent peut être impliqué aussi à ce niveau-là. Puis, tu sais, on a justement beaucoup de parrains, marraines, qui ont été impliqués pour mettre en place des mesures dans l'école de leurs enfants. Puis c'est sûr d'être sensibilisé puis d'être aussi informé à tous les niveaux. Donc oui, on prévient le contact avec l'allergène. Mais bon, des fois, pour X, Y raison, il peut y avoir une erreur. Mais là, c'est important de savoir quoi faire en cas d'erreur, en cas de contact. Donc, savoir reconnaître les symptômes pour l'anaphylaxie, savoir utiliser de l'auto-injecteur. Donc, l'enfant, s'il est assez vieux. Sinon, les professeurs. Donc, tu sais, que tout le monde soit au courant puis sache quoi faire pour si jamais il y a quelque chose. Aussi, c'est ça qu'on veut. Là, on veut pouvoir le traiter parce que si ça se traite, une réaction allergique, il y a une solution. C'est ça, l'auto-injecteur est là pour ça. C'est ça qui va avoir un suivi par la suite. Mais plus on utilise l'auto-injecteur plus rapidement, mieux c'est. Donc, c'est un petit peu tout ça, de mettre en place des mesures, de sensibiliser, puis d'avoir que tout le monde ait toute l'information là, en main pour que... Puis, responsabiliser l'enfant aussi, peut-être, que l'enfant le sache, que l'enfant sache les impacts, sans lui faire peur, là, mais que l'enfant soit responsable, parce que au bout de la ligne, c'est ce qu'on souhaite, là, que l'enfant puisse être responsable de sa santé, son bien-être. Là. Mais ils le sont déjà. Tu sais, je suis entourée ça va d'emblée à même, Si on propose quelque chose, est-ce que ça contient des arachides? Est-ce que je vais demander à ma maman? Beaux, hein? Vraiment, ils sont tout petits, puis ils sont habitués, puis ils le savent. Surtout ceux qui ont déjà vécu une réaction, ils le savent. Puis même ceux qui l'ont jamais vécu une anaphylaxie, les réactions, c'est pas agréable. Peu importe le niveau, c'est pas agréable. Fait que ces petits cocos-là, ils vont poser la question, est-ce que je pourrais en avoir? Ou est-ce que ça contient des arachides? Fait qu'ils le sont déjà, ces petits cocos-là. Puis il existe aussi beaucoup de, je ne veux pas dire des gadgets, mais des outils, des petits bracelets, des autocollants sur les boîtes. Oui, mon Dieu. C'est important. Puis effectivement, il y a vraiment plein de belles choses maintenant. Là. Oui, fait que c'est encore d'actualité d'acheter le petit bracelet à son enfant, allergique aux œufs, mettre un collant sur les contenants peut-être aussi, au lieu de juste le nom, écrire, je sais pas moi, Alexis, avec un petit œuf avec un X dessus, tu sais, des choses comme ça, on le voit, ça, les logos. Fait que c'est une bonne idée, ça aussi, pour les parents. Là. Oui, c'est pour l'informer, en fait, informer l'entourage de l'enfant, parce qu'ils sont quand même petits, ces petits cocos-là. Donc, on leur donne tous les outils pour informer l'entourage et qu'ils soient en sécurité. Oui, c'est ça, parce qu'au bout de la ligne, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Puis là, moi, j'ai une question, là. Puis, je sais pas, si vous n'avez pas la réponse, vous dites, j'ai pas la réponse, OK? Pourquoi ce sont les arachides et les noix qui sont interdites? Dans le sens qu'on va sur une étage en milieu hospitalier, en pédiatrie, c'est écrit, là, on rentre dans l'espace d'hospitalisation pédiatrie, pas de collation avec des noix, des arachides, il y a des petits cocos. Pourquoi c'est cet allergène-là qui est mis autant de l'avant? Est-ce que c'est parce que c'est le plus fréquent? Est-ce que c'est parce que c'est la réaction qui est la plus sévère? Je vais mouiller, mais je pense que c'est... Ça se peut. Probablement que c'est dans les plus fréquents. Il faudrait que je le... je n'ai pas les statistiques sous la main, là. Ça serait une hypothèse. Je te dirais, c'est à cause de l'ampleur de la réaction. Je ne vais pas dire l'ampleur, mais c'est... Il y a plus souvent peut-être de choc anaphylactique par rapport à ces allergènes-là? OK. C'est peut-être ceux aussi qu'on voyait le plus, il y a 10-15 ans aussi. OK, c'est peut-être les premiers qui sont apparus. Parce que là, le lait, le lait chez les enfants, chez les enfants. Vous observez que ça augmente? Ben oui. OK. Oui, c'est sûr que arachides noix aussi, c'est souvent des allergies qui vont perdurer. Donc, il y a certains allergènes qui vont disparaître, qui ont plus tendance à disparaître avec l'âge. Arachides et noix, c'est plus rare. Donc. OK. Fait qu'il y a peut-être plusieurs facteurs qui font que c'est ceux-là qui sont mis de l'avant. Parce que quand on y pense, c'est souvent ça. Tu sais, le signal pas de noix, pas d'arachides, c'est ce qu'on retrouve sur les boîtes de céréales, sur les boîtes de bar tendre. Mais on n'en voit pas beaucoup d'autres symboles de ne contient pas officiellement sur la boîte. Là. Même chose. OK, on a des hypothèses. Donc, si vous aviez là, un message pour les parents qui viennent de nous écouter, qui sont là-dedans ou qui vont l'être éventuellement, ça serait quoi? Profitez de la découverte alimentaire. OK? Allez-y à 2 pieds joints. Profitez de votre coco qui découvre les aliments.
Puis si votre bébé réagit, si votre enfant réagit, parce qu'on s'entend, on peut développer une allergie à n'importe quel âge dans la vie, mais lorsqu'on introduit, je pense qu'ils sont tout petits, les parents, ils sont saisis, ils sont surpris. Vous avez de belles ressources qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Allez-y de l'avant vers des sources qui sont fiables, donc que ce soit des sites, que ce soit de ressources en ligne ou que ce soit en personne. Bref, les professionnels de la santé, donc les médecins, les allergologues, des nutritionnistes, des diététistes, est-ce que j'en oublie, des pédiatres. Donc, allez-y comme ça pour aller chercher de l'information. Les voisins sont bienveillants, l'ami sur Facebook est bienveillante, mais allez consulter les professionnels de la santé pour avoir leur juste, parce que comme Andréane le dit, c'est une science en évolution, va pas. Puis une chance parce qu'on a beaucoup, il y a beaucoup de belles découvertes qui se font en allergie. Tellement, il y a de l'espoir de ce côté-là. Là. Vraiment, si on pense à quand on voit la désensibilisation, c'était même pas d'actualité il y a 5-6 ans, ça. Là, on en entend de plus en plus parler. À Sainte-Justine aussi, maintenant, qui ont un programme... la clinique Cyto qui font de la désensibilisation. C'est ça. Ça, c'était pas là, il y a 5-6 ans. Là, c'est nouveau. Fait que c'est beau ce qui se passe quand même. Puis il y a de l'espoir pour ces enfants-là que plus tard, peut-être que l'allergie va être derrière eux. Là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.